Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver à cette conférence en ligne dans le cadre du tour essentiel de la CCMO. Donc, on laisse entrer là pour l'instant toutes les personnes en salle de conférence. En attendant, je vais introduire le sujet. Donc, notre partenaire l'ANA avec Sébastien Leroy qui est porte-parole de l'association et qui va nous parler ce soir des acouphènes et de l'hyperacousie. Je pense que les personnes qui sont entrées en salle de conférence sont certainement très concernées. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association, s'il vous plaît, en attendant que tout le monde entre dans Oui, la salle? merci beaucoup. Merci à CCMO Mutuel de cette fenêtre d'information et d'échange sur les acouphènes et l'hyperacousie. Alors, l'Association nationale de l'audition existe depuis plus de 28 ans, près de 30 ans. Elle a initié le mouvement de la prévention dans le domaine de l'audition. Il y a déjà 30 ans, des phénomènes apparaissaient, les consultations augmentaient suite à écoute prolongée de Walkman à l'époque et puis de discothèques. C'était l'époque où effectivement on faisait la fête dans les discothèques. Et déjà l'interrogation des médecins ORL, des services ORL dans les hôpitaux de France, etc. Et donc, ça les a amenés à créer l'association, ces fameux ORL inquiets. Et en plus, un constat qu'effectivement, la population manquait énormément d'informations. D'où la création de la campagne Journée nationale de l'audition, qui a lieu tous les mois de mars, et puis l'accompagnement pour du repérage, des grandes campagnes de dépistage tout au long de l'année, de manière à vous aider à intégrer le dépistage dans vos habitudes. Alors, ce ne sont pas des diagnostics, on va le voir, seuls les médecins ORL peuvent poser des diagnostics, mais ce sont des dépistages de prévention à visée de repérage pour prendre l'habitude ensuite d'aller consulter. Aujourd'hui, on va le voir derrière, l'objectif n'est plus tant uniquement de préserver son capital auditif, mais c'est comment je vais aider le cerveau en toutes circonstances. Au- C'est là où ça se joue. Aujourd'hui, on a combien de personnes en France qui souffrent de problèmes d'audition? Alors, les dernières évaluations, on serait à 16 millions de personnes, donc effectivement, on n'est pas isolé quand on souffre d'acouphènes. 16 millions, alors dans les 16 millions, il y a des personnes qui ont des sifflements légers, puis il y a effectivement des situations beaucoup plus invalidantes, qui peuvent vraiment perturber le quotidien personnel et professionnel. Euh, voilà, mais du coup, l'objectif aujourd'hui est de bien indiquer qu'il existe des solutions. On peut s'entendre dire qu'effectivement, il n'y a pas de solution, il existe des solutions, non pas pour guérir. Dans le domaine de l'audition, on n'en a encore malheureusement pas à pouvoir guérir, mais on sait repérer, c'est-à-dire faire les examens cliniques nécessaires et accompagner derrière pour éviter que cette gêne des acouphènes devienne extrêmement envahissante et déstabilisante, déséquilibrante de la vie personnelle et professionnelle. On a des cas, effectivement, où ça peut aller jusque-là, mais on sait accompagner. Il y a des équipes, on va le voir, des équipes qui ont été constituées, qui sont expérimentées, formées, pilotées par des médecins ORL dans toute la France et sur votre territoire des Hauts-de-France pour pouvoir effectivement apporter cet accompagnement qui passe aussi par une écoute de D'accord. cette souffrance. On va lancer la conférence puisque tout le monde est entré. Donc, ce que je voulais rappeler aux personnes participantes, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, Sébastien y répondra au fur et à mesure ou à la fin en fonction des thématiques. Donc, Sébastien, maintenant, je vais vraiment vous laisser la parole sur le sujet. Euh, c'est à vous. Merci beaucoup, Élise, et merci à la CCMO. Effectivement, on a un petit temps d'apport. Et puis, n'hésitez pas dans le chat, j'ai un œil sur le chat. Et on a prévu une plage d'échange également, une bonne plage d'échange, de manière à être le plus possible complet et le plus possible répondre à votre besoin, puisque chacun vit ses acouphènes un peu de manière singulière, différente d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'on parle, et les experts parlent d'acouphènes avec un S. Il y a autant d'acouphènes qu'il y a de patients et on va voir de pourquoi, comment. Et on a intégré l'hyperacousie
l'hyperacousie, hein, ce phénomène de son amplifié à l'intérieur de la tête. C'est-à-dire que c'est un son qui va être analysé de manière différente d'une autre personne, une fourchette qui tombe sur un carrelage, ben, on va, à cause de l'hyperacousie, surréagir parce qu'il y a ce phénomène-là, mais on va le découvrir ensemble. Et l'objectif, c'est effectivement de voir comment on peut rebondir. Hein. Effectivement, on a des solutions, on a des astuces au quotidien, il y a des stratégies individuelles et collectives qui peuvent être mises en place et des stratégies d'entraide également. On va voir les dispositifs d'entraide qui existent. Donc, on est vraiment dans l'esprit découverte. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de manière à voir. Effectivement, Élise, vous posiez la question, ben, on est à peu près en évaluation 15% de la population hein, qui souffrirait d'acouphènes. Le baromètre a montré que 16 millions concernés, on serait autour de 16 millions, le baromètre de mars 2024, dont 6 millions quand même de moins de 35 ans. Donc vous voyez que c'est pas qu'une affaire d'âge, c'est-à-dire de vieillissement. C'est pas parce que on a longtemps pensé d'ailleurs hein, que c'est parce qu'on vieillissait que l'organe vieillissait que les acouphènes l'accompagnaient. Moyenne d'âge 35 ans, enfin 6 millions de moins de 35 ans, pardon. Et puis on sait que la moyenne d'âge, par une autre étude scientifique qui date hein, que de 2024, que la moyenne d'âge est de 41 ans. Donc, vous voyez, on a vraiment des éléments pour dire attention, arrêtons de penser que les troubles de l'audition, les symptômes tels que les acouphènes, l'hyperacousie, ça ne concerne que des personnes de plus de 60 ans. Non, aujourd'hui, toutes les personnes sont concernées. Et comme on parle de moyenne d'âge, ça veut dire qu'il y a aussi des plus jeunes. Et ce qui nous surprend pas, puisque de toute façon, on se rend compte que la consommation hein, d'écouteurs, de sons dans les écouteurs est en train de glisser chez les enfants, même chez les enfants de moins de 10 ans. Par contre, c'est ce qui nous a alertés en tant qu'experts de l'audition, c'est que 3 personnes sur 10 en souffrent depuis plus de 5 ans et qu'il y a quand même une période d'attente, de latence entre la survenue des acouphènes et la consultation médicale en raison de la gêne des acouphènes de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, en fonction bien entendu de l'intensité de cette gêne, pendant 7 ans, la gêne des acouphènes ont pu créer hein, ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité. On n'y pense pas puisqu'on ne le sait pas, la fatigue, des maux de tête. Ben, la gêne des acouphènes peut être liée peut avoir créé, hein, ou en tout cas contribué à la fatigabilité, l'irritabilité et à des déséquilibres des états de santé. Donc, Sébastien, je me permets de vous couper. Peut-être, alors, moi j'ai une question. Est-ce que justement, on sait qu'on souffre d'acouphènes? Comment on sait qu'on souffre d'acouphènes? Comment on sait que ce sont des acouphènes? c'est une très bonne question, Élise, puisque effectivement, pendant longtemps, plein de gens ont vécu avec des sifflements, des bourdonnements, des chouins-chouins hein, qui sont propres au bruit qu'on entend à l'intérieur de sa tête. Euh, et donc, on ne savait pas que c'était des acouphènes. Effectivement, le niveau d'information montant, bah, du coup, on associe mieux, il y a une prise de conscience. Et l'effet Covid aussi, le fait d'avoir vécu un peu plus en silence, bah, les acouphènes se sont présentés, on fait un peu plus toc-toc, se sont un peu plus imposés, hein, puisque le principe, c'est quand il y a un peu de bruit environnant, ben, effectivement, notre cerveau va être attiré pour analyser le bruit environnant et va moins se concentrer sur le bruit entendu à l'intérieur de la tête, le sifflement, bourdonnement et autres. Et c'est ce qu'ont vécu beaucoup de personnes pendant le Covid. Donc, on a eu aussi un effet Covid, post-Covid, où les gens ont pris conscience de la présence de ces sifflements, parfois un peu plus présents qu'ils ne pensaient. Et il y a donc ce phénomène croisé de montée d'informations et d'effet Covid, de silence hein, de cette période Covid, qui a monté, enfin qui fait que la population exprime beaucoup plus hein, ce phénomène, mais il faut qu'on passe de la prise de conscience à la consultation. Et on va voir comment. Je sais, peut-être certains d'entre vous ont déjà consulté et réagissent en se disant, oui, j'ai consulté et on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Non, attention en termes d'orientation de santé publique. Aujourd'hui, il y a des choses à faire et on va le voir. C'est surtout quand on fait quelque chose, on agit pour la santé du cerveau aujourd'hui. Alors,
Le phénomène de l'audition, c'est vrai qu'on s'en inquiète depuis 40 ans. On- Sébastien, juste pour terminer sur le comment je sais, c'est si j'ai des sifflements, des bourdonnements, des bruits bizarres dans les oreilles et que ça perdure, je dois m'en inquiéter. Alors, il y a deux réponses C'était à votre intervention. Euh, Effectivement, c'est un signe, hein. À partir du moment où ça devient régulier, que ça devient régulier, ça peut disparaître un peu dans la journée, puis revenir en fin de journée quand c'est plus calme au niveau environnement sonore. Si effectivement ces symptômes-là ne sont pas perturbants, au sens où je me sens pas envahie ou pris en otage par ces bruits à l'intérieur de la tête, il est préférable de ne pas, pour le moment, s'en préoccuper. Si par contre ça devient gênant, c'est là où il faut consulter. Parce que c'est la gêne qui va devenir une perturbation sur l'ensemble des équilibres. Donc, c'est en fonction de l'intensité des symptômes qu'on va préconiser de consulter. Et on a un outil pour ça, on va le voir, qui est le THI, le Tinnitus Hearing Inventory, THI, qui est accessible, vous verrez, sur Internet. Vous tapez THI et vous pouvez faire votre THI, c'est-à-dire c'est un questionnaire et à l'issue de ce questionnaire, vous allez avoir un score qui va vous aider à justement vous positionner par rapport à la gêne de vos acouphènes dans votre quotidien. Et en fonction de ce score, ça va vous indiquer si effectivement prendre conscience qu'il faut peut-être, en fonction du score, consulter de manière à pouvoir être aidé. d'accord. L'hyperacousie, ben effectivement, on sait que l'hyperacousie est liée aussi aux acouphènes. On a beaucoup de personnes qui souffrent d'acouphènes, qui ont de l'hyperacousie associée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les oreilles qui sifflent, et puis quand on a du bruit à l'extérieur, ben, ce bruit par rapport à d'autres personnes, ben, il apparaît beaucoup plus fort à l'intérieur de sa tête. Ça peut aller quand même jusqu'à créer des maux de tête, des douleurs et puis des vertiges en fonction de l'intensité, là encore des symptômes hyperacousie. On sait aussi, et on s'en est rendu compte par les baromètres acouphènes hyperacousie, que même les 24-35 ans sont là encore concernés et on a même noté sur 6 ans une progression de 6 points chez cette classe d'âge. Donc là encore, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est pas quand on est senior on est concerné, c'est bien avant. Donc, de bien voilà, de prendre note, de voir si j'ai quelle intensité et de prendre conscience et surtout de consulter derrière. Vous voulez bien juste nous rappeler la différence entre des symptômes d'acouphènes et des symptômes d'hyperacousie? Acouphène, c'est un bruit qui n'est pas entendu par les autres. Un sifflement, un bruit de grillon. Certains, c'est des cocottes minutes, certains, c'est un bruit de TGV. Ou comme s'il y avait un souffle de vent en permanence. Pour ça que chaque personne va possiblement avoir son bruit à l'intérieur de sa tête. Et ça, c'est les acouphènes. L'hyperacousie, c'est de l'amplification. Vous mettez une radio dans la voiture, l'autoradio, il est à un volume soi-disant raisonnable pour les autres. Eh ben, vous, ça va être une forme d'intolérance, ça va être une gêne qui peut vous créer une intolérance, et surtout à l'intérieur de la tête, vraiment une pression puisque le bruit est amplifié. Hein, et donc là encore, il est important de le connaître et de prendre conscience que ça existe et bien entendu en fonction de la gêne, de déclencher des consultations. Alors effectivement, on peut avoir des acouphènes sans hyperacousie, on peut avoir une perte auditive associée à des acouphènes et on peut avoir une perte auditive associée aux acouphènes et associée à l'hyperacousie. On peut avoir Ah, l'ensemble, la combinaison des deux, la combinaison. Des trois même. des trois. Perte auditive, acouphène et hyperacousie. Oui. Donc, effectivement. Mais là Mais encore, même si on a ce trio infernal, on sait
là également mieux géré qu'il y a 20 ans, hein. On sait mettre en place des solutions pour accompagner. Alors justement, Élise, vous nous amenez un petit peu à un quiz. Euh, Voilà, effectivement, hein, comme on le dit, c'est des bruits qui sont entendus par la personne elle-même. C'est ça qui est compliqué pour un praticien, qu'il soit médecin traitant ou médecin ORL, il n'est pas à l'intérieur de la tête pour entendre le bruit et puis surtout le niveau d'intensité du bruit. Mais on a des examens cliniques pour les objectiver. Et puis, il y a le THI. Les sons amplifiés sont associés à des hallucinations sonores. Alors effectivement, c'est pas une question bête puisque pendant longtemps, alors hein, pendant la période où encore les neurosciences, les experts en audition n'avaient pas encore avancé comme aujourd'hui en connaissance, pendant longtemps, ça a pu être considéré par les praticiens, les médecins traitants, comme des hallucinations sonores. Alors, je vous rassure, ça ne fait pas partie hein, de la grande Bible des pathologies psychiatriques qui est le DSM-6. Ça fait partie des symptômes ORL et donc le médecin spécialiste est bien le médecin ORL. Il y a une question intéressante là justement sur le sujet. Comment connaître la part des acouphènes dans la perte de l'audition? Est-ce les bruits des acouphènes qui fait qu'on entend moins bien? Alors, les acouphènes vont se positionner sur des fréquences. Donc, ils peuvent générer un petit filtre sur notamment pour la compréhension des fréquences de la parole. Mais les acouphènes peuvent aussi cacher une surdité. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut faire des examens cliniques pour voir s'il n'y a pas une surdité qui est derrière, pour pouvoir ensuite aller vers des solutions aussi de compensation de la perte auditive, tout en traitant les fréquences des acouphènes. Et on va le voir parmi les solutions. D'accord. Donc, le médecin spécialiste, hein, mais c'est tout ce qui est symptômes ORL de l'oreille, que ce soit les acouphènes, l'hyperacousie, même si certains d'entre vous ont des vertiges et bien entendu des difficultés de compréhension de la parole, c'est le médecin ORL qui est habilité à diagnostiquer tout ce qui tourne autour des troubles de l'audition et des symptômes auditifs. On peut, hein, effectivement, les acouphènes évoluent forcément dans le temps. Il n'y a pas de loi en matière d'acouphènes. Élise posait la question tout à l'heure. Et il y a des acouphènes qui peuvent être là. Et puis, on ne sait pas pourquoi ils disparaissent. Après, tant mieux, hein. Mais n'allez surtout pas les chercher au fond de votre tête, ou vous pourriez les réactiver. Mais en tout cas, ils ont disparu. Et puis, il y a des gens où ils sont là tout le temps. Il y a des gens mais en tout cas, il n'y a pas de loi qui va dire ben, ça va évoluer, c'est-à-dire que l'intensité des acouphènes va augmenter. Alors, par contre, bien évidemment que si je crée des traumatismes en faisant du bricolage, en écoutant de la musique, en, en travaillant sans des protecteurs lorsque j'en ai besoin, bien entendu, là, on prend le risque d'accroître, hein, d'abîmer encore plus et donc d'avoir des réactions euh, et donc du coup d'amplifier certains symptômes qu'on aurait pu éviter d'amplifier. Mais à toute chose égale par ailleurs, si je change rien, les acouphènes ne vont pas forcément évoluer en termes d'intensité. Par contre, ce qui va changer sur votre sentiment que l'intensité est plus forte, ça va être quelque chose qu'on va voir tout de suite derrière pour répondre complètement à votre question dans le chat. Bien entendu, il est possible hein, de déceler la fréquence des acouphènes. C'est pour ça qu'il est important de bien consulter. On est capable aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un examen qui s'appelle l'acouphénométrie. C'est d'aller repérer sur quelle fréquence se sont positionnés les acouphènes. C'est des indications dont on va avoir besoin par la suite dans la mise en place des solutions individualisées. Objectiver l'hyperacousie, oui, il existe également toute une batterie hein, au sein des services ORL en audiologie. Il existe également des examens pour objectiver l'hyperacousie. Hein, c'est quand même quelque chose
Donc, praticien ne vit pas, il n'est pas dans votre tête. Donc, c'est intéressant d'avoir cette batterie d'examens qui permet d'objectiver et d'aller à la fois euh, trouver sur quelle fréquence ça s'est positionné, comment on peut mettre en place des solutions. Bien Sébastien, entendu, je vois la réaction dans le chat. Et oui, l'état émotionnel est la clé. La clé au quotidien c'est ça qui va faire varier le sentiment que mes acouphènes sont plus forts d'un moment à un autre. d'accord. Juste une question. Pour consulter un médecin spécialiste, on passe d'abord chez son médecin traitant? Dans le parcours de santé en France, oui, l'entrée est le D'accord, médecin traitant. Et donc, il est d'accord, intéressant, hein, quand on parle du médecin traitant, là encore, même si c'est votre médecin qui vous suit depuis des années, il ne vit pas avec vous. Donc, c'est important, même si vous avez l'impression qu'il a beaucoup de consultations, que ça va vite, il est important de bien vous concentrer sur votre gène et de lui expliquer comment ça vous dérange dans votre quotidien, comment ça déstabilise votre quotidien. Si vous avez fait le THI, là, le questionnaire, vous pouvez lui apporter. Ça lui donnera un indicateur de manière à ce qu'il puisse, à ce que vous motiviez la consultation du médecin spécialiste qui est le médecin ORL. Différentes causes survenues, elles sont multifactorielles et ça va dépendre d'un patient à l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il est difficile. Il n'y a pas la cause au grand L. Euh, Certains, ça va être à cause de traumatismes sonores, c'est-à-dire des petits coups de poing dus à des expositions sonores en festival, un pétard, une tronçonneuse à la maison, une tondeuse à gazon sans protection. Euh, tout ce qui va générer des bruits, du son qui dépasse la capacité de notre système auditif, puisque notre système auditif est le même que quand l'homme et les femmes, hein, quand nous vivions dans les forêts, voilà, à l'époque de Néandertal et autres, c'est le même. C'est les mêmes mécanismes, c'est le même système auditif, mais on a apporté énormément de présence de bruit et de puissance de bruit. Donc, des traumatismes sonores, ça peut faire, voilà, c'est comme un coup de soleil sur la plage, en fonction de comment on s'en méfie ou non. Donc, un coup de son peut griller des cellules. L'usure naturelle des cellules avec l'âge, oui, effectivement. Euh, L'avancée, la perte auditive liée à l'avancée en âge, qui s'appelle la presbyacousie, qui est l'équivalent de la presbytie vers 50 ans pour la vue. Hein. Mais la presbyacousie, c'est le phénomène où on perd un petit peu en capacité de compréhension de la parole. Et on sait que les acouphènes, puisqu'il y a une usure des cellules et de l'organe, les acouphènes peuvent arriver avec, et l'hyperacousie, dans certains cas, peuvent arriver aussi avec. Donc, il y a un effet d'âge, mais ce n'est pas le seul effet. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, l'effet exposition sonore, consommation de son est en train de vraiment créer une montée, une croissance de ces phénomènes dès le plus jeune âge. Des chocs émotionnels, on s'est rendu compte dans l'expérience de suivi de patients qu'il y a pu y avoir des gros chocs émotionnels dans les 6 mois avant la survenue des acouphènes parce que voilà, ça a déséquilibré, le choc émotionnel a déséquilibré le système nerveux, etc. Et donc, du coup, on a repéré également des traumatismes crâniens, effectivement. Hein, si vous avez fait de la moto, vous avez un accident ou une voiture ou vous êtes tombé de vélo, ou vous êtes tombé dans la cuisine en glissant, etc. Ça a pu effectivement créer, toucher. Hein, puisqu'on a aussi dans la boîte crânienne, hein, toute la partie de l'oreille, elle est reliée. On a la mastoïde, hein, etc. Ça a pu créer des choses au niveau crânien et donc aussi amener une réaction du cerveau qui renvoie un signal qui est les acouphènes. Et puis, on sait qu'il y a des traitements médicamenteux lourds. On prend des médicaments qui vont nous guérir de certaines choses, mais qui ont des effets secondaires. Et on a des traitements lourds qui peuvent être ce qu'on appelle autotoxiques. Vous trouverez toutes ces listes sur france-acouphènes.org sur les fameux médicaments qui peuvent être autotoxiques.
Alors, il n'y a rien à faire, bien entendu, qu'il y a des choses à faire et on va les voir de suite. Quel est l'objectif derrière tout ça? Comme on l'expliquait suite à la question d'Élise, il y a quand même derrière l'enjeu de tout ça, c'est le cerveau. On s'est rendu compte grâce à l'évolution des connaissances en neurosciences que le cerveau, il est là pour décoder en permanence les sons qui lui arrivent. Hein, et qui arrivent de l'extérieur, ça suit tout un circuit qu'on va voir. Et donc, il est important d'aider le cerveau à bien décrypter, décoder le son le plus rapidement possible, de manière plus fluide possible, pour être dans cette compréhension de la parole qui amène à être dans l'échange instantané fluide. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est la fonction d'alerte qui est un petit peu moins connue par rapport à l'oreille. Mais cette fonction d'alerte nous explique plein de choses et notamment pourquoi l'oreille n'est pas constituée, n'a pas de clapet, de fermeture. On pourrait croire que parce qu'il y a un son trop fort qui arrive, elle se ferme, comme quand il y a trop de soleil ou les yeux ont les paupières pour se protéger. L'oreille n'a rien. Elle est du coup ouverte en permanence, mais elle est ouverte à tout. Donc, quelle que soit la puissance, quelle que soit la durée, etc., la source de l'émission sonore, elle est ouverte. Mais elle est ouverte parce qu'elle nous permet d'analyser si la source d'émission du son nous met en danger ou non. Vous traversez la rue, elle vous permet de repérer s'il y a une moto qui arrive quand vous traversez ou une voiture, etc. Les yeux vont possiblement se fermer. La peau, si elle vous alerte, en général, c'est trop tard, c'est que la moto ou la voiture est sur vous. Mais il reste l'oreille en permanence. C'est pour ça c'est un radar en permanence, microsecondes d'analyse. Et ça peut être gêné effectivement par des acouphènes puisque ça forme un filtre sur certaines fréquences, les acouphènes, euh, etc. Donc, vous voyez que l'importance derrière, c'est la santé du cerveau pour bien rester dans ses capacités cognitives, rester dynamique, rester en lien avec les autres et donc bien garder son tonus psychologique, etc. C'est aujourd'hui toute l'orientation dans le domaine de l'audition et comment on fait à la fois pour préserver, pour bien aider le cerveau, et puis quand il y a des symptômes, des troubles, comment on fait pour aider le cerveau à continuer à être bien stimulé dans une bonne fluidité, quels que soient les symptômes et quel que soit le niveau de surdité. Alors, ce qui est difficile, et vous l'avez amené dans le chat, merci Christian et Elodie, vous l'avez amené la clé, c'est effectivement que ça travaille notre émotionnel. Donc, il y a un serpent de mer là qui se mord la queue, c'est que si je suis trop brouillon émotionnellement, bah, c'est là où les acouphènes vont prendre le dessus. Mais c'est là aussi où l'hyperacousie va prendre le dessus. C'est-à-dire que c'est comme si je vais être décentrée. C'est-à-dire que ma tête, elle est en permanence à analyser tous les bruits elle est agressée par les bruits. Mais en étant agressée, elle va analyser tous les bruits qui sont autour et c'est comme si je ne vais plus arriver à être centrée, je vais être dispersée. Pendant que je suis là, s'il y a un bruit à côté dans le couloir, dans le bureau d'à côté, etc., bah, ma tête, elle va être là-bas à analyser le bruit qui est dans le couloir au lieu de rester là en face de vous, à vous parler et quand vous me parlez, à vous comprendre. Donc cet espace émotionnel, c'est une vraie clé à travailler de manière à le plus possible garder le contrôle des acouphènes et d'hyperacousie, parce que c'est ça qui va jouer, non pas sur physiologiquement, sur plan physique, le changement de fréquence ou d'intensité des fréquences de l'acouphène, ça va jouer sur le sentiment de la gêne des acouphènes. C'est une vraie différence à faire. Physiologiquement, ça reste la même intensité, mais mon brouillon émotionnel va m'amener dans ce sentiment que la gêne est supérieure. Et donc, je vais croire que mes acouphènes sont plus forts. Est-ce que les acouphènes peuvent générer des pertes d'équilibre? Alors, c'est plutôt l'hyperacousie qui peut amener à effectivement des vertiges. D'accord. Qui sont à dissocier de vertiges de Ménière. Les vertiges de Ménière sont dus à une pathologie de l'oreille interne, une pathologie. Euh,
les vertiges liés à l'hyperacousie, ce sont des symptômes, c'est différent, hein. C'est pour ça qu'il est important de bien être pris en charge par un spécialiste de manière à bien faire la part des choses dans tout ça. Euh, et et, voilà, donc effectivement, de l'hyperacousie, lorsqu'elle est très présente, euh, ben, c'est là où elle peut aussi créer des vertiges. Et donc, il va falloir, dans ce cas-là, se mettre un petit peu à l'écart du bruit, sans trop, on va y revenir. Et attention à pas se pathologiser. C'est pas parce que j'ai des acouphènes de l'hyperacousie que ça doit tout définir. Parce qu'à partir du moment où je me concentre sur ces symptômes, c'est là où je leur donne énormément de place. Alors, c'est facile à dire, hein, de ma place Mm. quand on souffre d'acouphènes, mais attention parce que plus je me concentre dessus, plus j'ouvre la porte aux sentiments qu'ils ont énormément de puissance et de force. Alors, quel parcours de santé? On l'a vu, c'est le médecin spécialiste, on rentre par le médecin traitant et derrière, on va voir le médecin ORL. Alors, bien entendu, hein, dans le chat, j'attends vos réactions, comme quoi vous Alors, avez déjà vu des ju- ORL. justement, la question, est-ce que l'ORL, il est spécialiste aussi des acouphènes ou est-ce qu'il y a d'autres spécialistes des acouphènes que l'ORL? Alors, en théorie, l'ORL est spécialiste de tout ce qui touche le domaine de l'oreille, mais compte tenu que tous ces symptômes, c'est quand même voilà, ça date d'une vingtaine d'années, on progresse dans la connaissance. Et effectivement, Elodie, pas le vôtre, et ça, je m'en doute bien. Euh, Comme les connaissances progressent, il y a une quinzaine d'années, il y a des équipes qui se sont constituées, pilotées par des médecins ORL, qui sont du coup spécialistes parmi les spécialistes, mais voilà, qui sont beaucoup plus intéressés, qui se sont intéressés, qui se sont formés, qui vont dans les congrès internationaux, etc., qui suivent la recherche et qui ont l'expérience de l'accompagnement des patients. Donc, il y a effectivement des médecins qui se sont spécialisés, hein, pour tout ce qui est troubles d'acouphènes, hyperacousie. Qui ont mis en place des équipes pluridisciplinaires, donc médecins ORL, audioprothésistes, psychologues, praticiens en TCC, on va les voir, hein, ces Est-ce, solutions-là, est-ce qu'- qui travaillent ensemble. d'accord. Est-ce qu'il existe une liste, justement, ou quelque part où on peut voir une liste de c'est peut-être des Alors, hôpitaux, des effectivement, il y cliniques. a Est-ce que cette liste, elle est visible soit sur france-acouphènes.org qui va regrouper l'ensemble des réseaux. Et puis, il y a également l'AFREPA.org, l'AFREPA qui est l'association française des réseaux des équipes pluridisciplinaires d'accompagnement en acouphènes. Sur l'ensemble du territoire, dans tous les CHU de France, il y a des équipes pluridisciplinaires. Vous les trouverez donc sur afrepa, AFREPA.org, hein. Je vais vous l'écrire voilà, dans le, dans le dans le chat. chat, hein, voilà, Voilà. ça répondra à quelques questions pour. Voilà, et c'est important, Alex, merci beaucoup de bien consulter, puisqu'on peut avoir en fait des cas d'acouphènes pulsatiles, c'est-à-dire qu'on entend, hein, son cœur battre, qui peut avoir des causes derrière d'hypertension. Donc c'est important de faire un point global, de manière à, parce que ça peut être un signe d'hypertension. On n'en a peut-être pas eu d'autres, mais celui-là, il peut en être un. C'est comme un autre cas de consultation où la personne qui était sur son toit, d'un seul coup, des vertiges. Elle n'a jamais eu de vertige, puis d'un seul coup, des vertiges. Donc, on aurait pu croire soit à d'hyperacousie qui amène des vertiges, on aurait pu croire à d'autres phénomènes de pathologie de l'oreille interne beaucoup plus lourds, vers des vertiges de Ménière. Et puis, eh ben, en fait, euh, grâce à, grâce à l'expérience de l'ORL, il a pensé au diabète. Donc, l'ORL a fait faire des examens sanguins et effectivement, la personne avait du diabète. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important, quand vous avez des symptômes autour de l'oreille, de bien consulter pour bien faire un point avec les spécialistes, etc. Parce qu'on a derrière, d'abord, aujourd'hui, il y a quand même le recul
Je vous dis, hein, les équipes pluridisciplinaires, ça fait 15 ans. Donc, il y a tout ce recul d'accompagnement patient. Donc, l'enrichissement, hein, de l'intelligence collective des médecins ORL suite à l'expérience patient, croisé aussi aux connaissances qui augmentent, hein. L'imagerie médicale a beaucoup aidé la recherche à avancer pour qu'on comprenne mieux, surtout qu'on aille vers des solutions encore plus adaptées. Donc, il est extrêmement important de consulter. N'attendez plus 7 ans. Si un médecin traitant ou un médecin ORL vous dit il n'y a rien à faire, non. Changez, hein, allez voir un autre médecin ORL, de manière à pouvoir mettre en place. Et puis aussi de trouver une écoute, hein. C'est important quand on souffre de trouver une écoute. Une écoute. Voilà, afrepa.org, hein. Alors, les solutions médicales, n'hésitez pas à poser des questions, hein, comme fait effectivement Élise et puis dans le chat. Voilà, hyper théorie. Et voilà, mais vous voyez, c'est important, hein, si vous n'aviez pas consulté, de pouvoir faire des liens et que le médecin vous trouve les traitements les plus adaptés à votre situation personnelle. Chaque cas est vraiment différent. On a tous des constitutions, des vécus différents, des programmes génétiques différents qui amènent à des constitutions différentes. Donc, c'est important de vraiment poser tout ça euh, avec le milieu médical. Bien entendu, quand on fait aussi des examens cliniques, hein, et notamment quand on repère s'il y a de la surdité, s'il y a sur quelle fréquence se sont positionnés les acouphènes, eh ben, on va pouvoir s'appuyer sur les solutions auditives, hein, effectivement, et c'est là le rôle aussi de l'expérience de l'audioprothésiste, hein, puisqu'en France, l'ORL va diagnostiquer la perte auditive, il va poser, écrire, prescrire l'appareillage, indiquer effectivement acouphène, gna associé. Et c'est l'audioprothésiste qui est diplômé d'État qui va être en charge de nous accompagner dans la sélection des solutions auditives et puis surtout des réglages, hein. Donc, effectivement, il y a certains audioprothésistes qui ont moins l'habitude que d'autres de suivre des patients acouphéniques hyperacousiques, donc un petit peu moins, qui vont possiblement être moins performants. Donc, n'hésitez pas sur Afrepa et France-Acouphènes d'aller voir ces réseaux de manière à bénéficier des meilleurs accompagnements possibles. Car effectivement, lorsqu'on a à la fois des surdités et des acouphènes ou de l'hyperacousie, et qu'en plus, tout ça se situe sur les fréquences de la parole, hein, puisqu'en France, on a beaucoup de sons de la parole qui se situent sur les fréquences aiguës. Eh ben, lorsqu'on a tous ces symptômes sur les mêmes bandes de fréquences, c'est là où il faut vraiment un doigté dans les réglages pour pouvoir à la fois compenser la perte auditive, c'est-à-dire permettre au cerveau de continuer à comprendre la parole même quand il y a un peu de bruit, de pouvoir aussi accompagner sur la gêne des acouphènes, mais surtout éviter que le bruit amplifié, hein, le son extérieur ou le son de la visio, sorte de l'ordinateur en son amplifié et viennent amplifier les fréquences viennent amplifier la gêne de l'hyperacousie. Donc, il faut vraiment, voilà, des gens qui savent vraiment bien régler, qui ont l'habitude de l'expérience pour pouvoir vous gérer, enfin vous gérer au sens de gérer votre gêne et vous apporter le maximum de confort possible. Bien entendu, on peut aussi accompagner par des thérapies comportementales cognitivistes ou de la sophrologie. Alors là, c'est pas tous les sophrologues, praticiens sophrologues. Voilà, certains sont plus sur la gestion du stress, etc. Là, ce sont des sophrologues qui ont suivi la formation, ce qu'on appelle, qui ont suivi la formation du protocole d'accompagnement des patients acouphéniques, hein, qui vont être référencés sur les plateformes pluridisciplinaires, les équipes pluridisciplinaires, parce qu'elles ont suivi le protocole d'accompagnement des patients acouphéniques. Justement, Sébastien, vous dites où je peux trouver justement un sophrologue spécialisé? Toujours Il y a une liste. afrepa.org ou france-acouphènes.org. Ils Alors sont quand justement, même bien répartis sur le territoire. France Acouphènes. Ah oui, alors donc il y a Ouais, Afrepa et il y a également voilà. franceacouphènes.org. Ouais. Donc, France Acouphènes, qui est l'association de patients acouphéniques, hein, qui a un D'accord. rôle Donc important. là,
Voilà, ça permettra aux personnes Hein. d'aller regarder les sites et puis de trouver les informations. Ce qu'on trouvera aussi chez France Acouphènes, c'est quand on n'en peut plus, hein, et il y a des Oui. situations où on n'en peut plus, il y a une ligne d'écoute téléphonique, hein, Ah, oui. voilà, qui est gérée par des bénévoles qui sont eux-mêmes acouphéniques, hyperacousiques, etc. euh, et qui ont suivi une formation à l'écoute, hein. Donc, ils sont là également jour et nuit, hein, parce qu'on a quand même, hein, quand on a une intensité d'acouphènes, et puis, bon, ben, il y en a tous les aléas de la vie qui viennent nous percuter, ben, c'est là où on peut avoir moins de force pour prendre le dessus sur les acouphènes et franchement, arriver à des situations, et on est humain, ça peut nous arriver à tous. France Acouphènes a des groupes de la parole dans certains CHU, et également, surtout, la ligne d'écoute que vous trouverez, la ligne sur france-acouphènes.org. Donc, vous voyez que c'est important, hein, de bien faire les examens nécessaires pour aller vers éventuellement des solutions auditives. Et là, effectivement, quand on a une surdité associée, en plus, il y a une prise en charge. Ah, Élise, pas de question? Des Alors, acouphènes et de si. l'hyperacousie sans Juste, surdité, euh, il n'y a pas j'ai une forcément de question prise en justement, charge. Sébastien. J'ai une question Oui. justement, c'est l'auriculothérapie et l'acupuncture. Est-ce que ça aide? Alors, il y a pas là aussi, il n'y aura pas une réponse au sens de la grande réponse. Il y a des personnes qui vont faire de l'ostéopathie, il y a des personnes qui vont faire de la sophrologie, de l'acupuncture, et qui vont trouver un soulagement. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire ce qui est bon pour soi et d'essayer Oui, de trouver les meilleures alternatives, enfin, le meilleur soulagement possible en essayant finalement. tout en gardant le discernement par rapport à certains Et- praticiens, que ça ne Évidemment. devienne pas une forme de dépendance, hein, parce Oui, que oui, des oui. fois, quand on trouve une solution qui nous soulage, et on peut penser que c'est la personne qui a fait que, voilà. Attention Et- à pas tomber en dépendance, c'est voilà. Mais toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas que des praticiens véreux, hein, en France, comme qu'ils soient médicaux, qu'ils soient paramédicaux, qu'ils soient etc., qu'ils soient audioprothésistes. Voilà, il y a aussi des gens qui ont des valeurs et qui les mm. suivent. Juste, et autre question, les lunettes nuance audio, ça vous dit quelque chose? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a certaines marques et une certaine mouvance, mais ça existait déjà, mais c'est amélioré parce qu'aujourd'hui, la technologie numérique permet d'aller vers du petit et de mettre des choses au bout, hein, des branches de lunettes. Euh, c'est plutôt considéré sur des surdités légères à moyennes, hein. D'accord. Alors effectivement, mais la question aujourd'hui, c'est qu'acouphènes et hyperacousie sans surdité associée, ça n'est pas considéré par la loi de santé parmi les handicaps invisibles invalidants. L'acouphène et hyperacousie vont être considérés comme facteurs aggravants quand il y a une surdité. Donc c'est la surdité qui est prise en charge par la santé, la loi de santé, et acouphène, hyperacousie, facteur aggravant. Donc, du coup, c'est là où on est gêné, c'est quand il n'y a pas de surdité. Mais effectivement, c'est compliqué d'aller. Alors, effectivement, il y a des systèmes de. Euh, le nom m'échappe, il y a des systèmes, mais ça va être avec du reste à charge, enfin, de payer de sa poche, hein, des D'accord. systèmes de. Le nom ne me vient plus, excusez-moi. Peut-être certains longs, générateurs de bruit, merci beaucoup, ces systèmes-là qui peuvent vraiment aider. Si on n'a pas de surdité, on ne va pas forcément être pris en charge par la sécurité sociale, ce qui est un inconvénient, et c'est là où France Acouphènes se bat pour cette reconnaissance. Euh, la thérapie sonore pour rééduquer le cerveau, parce que effectivement, l'hyperacousie, l'une des grandes hypothèses, c'est qu'il y a des choses qui ont percuté, hein, le cerveau met des filtres, hein. Par exemple, vous avez un petit bruit de soufflerie au travail, hein, dans le plafond de l'aération. Au bout d'un moment, vous n'allez plus l'entendre parce que le cerveau sait mettre des filtres pour éviter qu'on soit gêné par ça, par ces petits bruits où vous avez un réfrigérateur qui fait un petit ronron du moteur par moment. Au bout d'un moment, vous n'allez plus l'entendre. C'est le cerveau qui met un filtre.
Une des hypothèses de l'hyperacousie, c'est qu'il y a des phénomènes dans sa vie qui sont venus percuter, soit parce qu'on a trop consommé de son, soit d'autres raisons, qui ont fait tomber ses filtres. Et du coup, il y a plus, il y a plus il y a plus, on est gêné, il y a plus, on est dans une intolérance, on est rentré dans une intolérance. Mais on sait que si on réhabitue le patient à pouvoir se concentrer en milieu de bruit, on peut réapprendre au cerveau à pas être happé par tous ces bruits parasites et donc à éviter de se concentrer sur le symptôme et l'effet de l'amplification du son à l'intérieur de la tête. Donc ça, on sait le faire. D'ailleurs, cette rééducation peut se faire avec des orthophonistes. On pense peu aux orthophonistes dans le domaine de l'audition, mais ils peuvent aussi accompagner et c'est 100% pris en charge sur prescription médicale. Les lignes d'écoute, on en a parlé et effectivement, euh, bien entendu, parfois quand on est très gêné, ben, on peut aller, il se peut que le médecin traitant ou le médecin ORL, au bout d'un moment, nous amène à prendre des anxiolytiques un peu légers pour nous aider à reprendre pied. C'est pas forcément s'enferrer pendant des années à prendre des anxiolytiques. On peut avoir une période pour reprendre pied sur son état émotionnel, sur ses perturbations émotionnelles, pour nous aider à reprendre pied et à ce que l'anxiété et le brouillon émotionnel ne donnent pas le sentiment d'envahissement par le sentiment que la gêne est importante. N'hésitez pas également en cas de symptômes et si vous êtes en situation de travail à vous appuyer également sur la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors ça, je sais que ça fait peur, ça ne veut pas dire être invalide, ça ne veut pas dire être viré de sa boîte ou de son équipe, ça veut dire que il y a certaines entreprises qui ont des accords cadres qui vont pouvoir venir en complément de la sécurité sociale et de votre couverture mutuelle que vous pouvez avoir avec la CCMO mutuelle pour vous permettre d'aller sur des appareils. Le 100% santé nous permet d'acquérir des appareils sans reste à charge. Alors, quand je dis acquérir, ce n'est pas uniquement l'acquisition, c'est aussi tout l'accompagnement, l'audioprothésiste pendant la durée de vie des acouphènes. Mais on peut aussi, grâce à cet RQTH et à l'accord cadre à l'intérieur de mon entreprise, l'accompagnement financier à l'intérieur de l'entreprise, pouvoir aller sur des appareils dits de classe 2, où là, ils sont effectivement beaucoup plus onéreux dans l'acquisition et c'est là où il y a du reste à charge. Ces appareils-là ont plus de canaux de réglage et donc, effectivement, permettent d'aller plus loin dans les réglages, notamment si j'ai des métiers avec beaucoup d'interactions sociales. Si je n'ai pas des métiers avec beaucoup d'interactions sociales, le 100% santé peut vraiment faire l'affaire pour pouvoir aider sur l'ensemble des difficultés liées à l'oreille. Au quotidien, gérer son émotionnel. C'est facile à dire, ça se travaille. On est tous, voilà, ça se travaille. C'est pas inné, mais d'autant plus si on a des acouphènes. Mais si on a des acouphènes hyperacousie, c'est aussi un indicateur, c'est-à-dire utiliser l'indicateur du sentiment que mes acouphènes sont plus forts au cours de la journée. Ça veut dire que peut-être j'ai eu des réunions dans la matinée et il y a quelque chose qui m'a heurté. Mais c'est peut-être aussi que voilà, que je suis un peu trop dans le travail, dans la performance, le stress de performance, et que du coup, ça m'indique qu'il faut peut-être que je prenne un peu plus de recul. Et si je prends un peu plus de recul, ça peut à la fois m'aider sur la gestion des acouphènes, mais aussi dans trouver de meilleures solutions dans mes dossiers, etc. N'hésitez pas aussi à mettre de temps en temps une petite musique douce, une petite musique de votre choix, mais à faible volume pour couvrir l'acouphène, et c'est-à-dire amener le cerveau à se focaliser sur la musique que vous avez choisie plutôt que sur ce bruit qui est subi à l'intérieur de votre tête. Et puis, il y a aussi la consommation d'aliments, le coca, tout ce qui est excitant, café, coca, etc., euh, hein, qui va venir jouer sur le stress, l'anxiété. Est-ce Donc, qu'un générateur de bruit blanc, ça aide?
Effectivement, dans les aides auditives et en lien avec tout le matériel numérique des aides auditives, on peut soit générer du bruit rose, des petites musiques qu'on va déclencher grâce au Bluetooth sur son smartphone, donc la musique va venir directement dans les aides auditives, soit effectivement on peut faire un générateur de bruit blanc, c'est-à-dire qu'en connaissant les fréquences des acouphènes, vraiment Très schématiquement, très bien, simplement, en vulgarisant, on va générer des fréquences qui vont contrecarrer les fréquences des acouphènes. d'accord. Malheureusement, les générateurs de bruit blanc sont en classe 2. Là encore, France Acouphènes se bat pour que les choses évoluent et qu'elles passent en 100% santé. Alors, quand on a également l'hyperacousie, la fausse idée, c'est de mettre un casque anti-bruit à longueur de temps. Plus vous allez mettre votre oreille et donc votre cerveau en situation de ne plus être confronté à du bruit, plus vous allez accroître l'intolérance. Votre cerveau, il n'est pas fait pour vivre dans le silence. Bon, le silence n'existe pas, mais en tout cas dans un grand calme sonore. Il est fait pour pouvoir analyser en permanence les sons. Si on ne le laisse pas faire, il va être complètement déstabilisé, désorienté. C'est un radar désorienté, une boussole désorientée. Donc, attention, oui, de temps en temps, effectivement, et je peux vous le dire, ça fait du bien de mettre vraiment quelque chose qui nous coupe un peu hein, des stimulations sonores, mais pas à forte dose. Ce qui est d'ailleurs le cas également, le cas inverse, quand on n'a pas de problème, mais qu'on passe son temps avec des casques à réducteur de bruit à entendre de la musique, là encore, on déstabilise le cerveau qui n'est plus en confrontation d'analyse des sons naturels. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui qui consomment avec des casques réducteurs de bruit, qui nous parlent d'intolérance au bruit. On est en train de se créer de l'intolérance au bruit avant de parler d'hyperacousie. Donc, attention, euh, c'est aussi penser dans l'indicateur à moduler vos formes de mode de travail. Si j'ai du temps sur espace collectif, que j'ai de l'acouphène, d'hyperacousie, mais passer en télétravail ou de me mettre dans des salles qui sont dans du calme, hein, des petites salles pour travailler. Et cela, l'avantage aussi de la RQTH, c'est de permettre aussi à l'employeur de comprendre que je peux avoir des difficultés qui ne sont pas des invalidités et donc de justifier d'être en télétravail. Peut-être au lieu d'un jour, ben peut-être 2 jours. Et ça, ça se discute avec le médecin du travail dans le cadre de la RQTH. Sébastien, il nous reste 5 minutes. Oui, On a quelques questions à traiter. allez-y, parce on a été au bout là. On est arrivé au bout, d'accord. Alors, mon ORL me conseille l'hypnose pour les acouphènes. Alors là effectivement, on a des praticiens en hypnose hein, qui ont suivi des protocoles de formation et qui sont, voilà, qui sont assis. Certains font partie hein, des équipes pluridisciplinaires. Euh, Après l'hypnose, certains vont adhérer, d'autres non. Tout le principe, c'est que la technique, effectivement, pour certains, va fonctionner pour gérer la gêne des acouphènes, pour d'autres, non. Il n'y a pas une technique qui va être universelle pour tous. Et là encore, attention, juste la différence, mais c'est dans toutes les pratiques, qu'elles soient Qigong, Tai Chi, hypnose, acupuncture, de ne pas être en dépendance du praticien. D'accord. Le bruxisme et les acouphènes peuvent-ils être liés? Alors, le bruxisme, j'ai un petit blanc. Clara, si vous voulez m'aider dans cette fin de Qu'est-ce que journée. c'est que le bruxisme? Alors, attendez, on va regarder en parallèle. Ah, le grincement de dents, d'accord. Ah, c'est les dents, oui. Ok. Voilà, le grincement de dents. Effectivement, il y a des gens qui se rendent pas compte et que la nuit, en fait, ils serrent énormément la mâchoire et voilà, et les dents travaillent les dents
et donc les dents grincent. Et effectivement, voilà, mais même en situation de stress en cours de journée, ils peuvent reprendre ce réflexe. Et effectivement, ce grincement de dents va résonner, hein, dans la boîte, dans la boîte aérienne, et donc du coup s'apparenter à des acouphènes. Mais c'est pas réellement des acouphènes. Là, la cause va être effectivement cette habitude qui a été prise par réflexe de se tendre au niveau de la mâchoire et de grincer des dents, vraiment de manière réflexe la nuit, et ça effectivement, et là les kinés vont travailler sur la mâchoire en lien avec les dentistes. Et- Alors là, j'ai un dernier sujet sur l'AFREPA. Est-ce Mhm. que l'AFREPA propose vraiment une liste de praticiens partout en France? Alors, effectivement, le territoire est normalement maillé. Il y a les réseaux de la FREPA, et puis il y a des réseaux qui ne sont pas adhérents à l'association des Françaises des réseaux pluridisciplinaires. Donc, entre les deux, on arrive effectivement à trouver. Alors, je ne vais pas dire que vous allez trouver exactement à quelques kilomètres de chez vous. En plus, effectivement, soyez patient, hein, soyez patient, parce que parfois, ben, il faut du temps de 6 mois, hein, 4 à 6 mois pour une consultation. Donc, si je ne trouve pas sur l'AFREPA un centre dans ma région, je peux Alors, regardez regarder sur France Acouphènes, France Acouphènes, s'il n'y a pas un complément. d'accord. Et sinon, je peux contacter aussi les CHU. Les CHU, ou tout simplement contacter l'équipe qui gère l'association, qui peut aussi avoir connaissance d'équipe qui Ah, se met en place, hein, parce que donc c'est en plein développement, chez euh, France Acouphènes, ça. soit France Acouphènes, soit l'AFREPA. N'hésitez pas à les contacter, ils sont au Ah, courant d'accord. des nouvelles équipes qui se mettent en place pour bien couvrir le territoire, sachant qu'une des difficultés, et vous le savez, hein, que ce soit les médecins généralistes, mais d'autant plus chez les médecins ORL, on est passé de 3000 médecins ORL à 1800, avec peu de remplacements d'ORL, hein, puisque les internes en ORL n'ont pas forcément envie d'aller sur le terrain, mais plutôt en chirurgie. Donc voilà, on est aussi confronté à ces difficultés-là, mais c'est un vrai enjeu qui est pris en charge par la FREPA et France Acouphènes, D'accord. et toutes les associations qui travaillent auprès des pouvoirs publics, hein, pour que les choses s'organisent. N'hésitez pas aussi à aller voir des audioprothésistes. Beaucoup d'audioprothésistes viennent dans les colloques, dans les congrès dédiés aux acouphènes, etc. N'hésitez pas aussi à les consulter, vous l'avez compris. Sans prescription du médecin ORL, ils ne peuvent rien vous vendre. Alors, Oui. si certains peuvent Donc, vous proposer des masqueurs d'acouphènes, pour mais résumer, là, n'achetez je pas voudrais. des masqueurs sans avoir vu un ORL au préalable. D'accord. Médecin généraliste, ORL, association, France Acouphènes, AFREPA. Voilà. Et puis, si vous Normalement, avez des avec ces questionnements mots, par voilà, rapport à une on a les éventuelle réponses. surdité, vous pouvez aller voir un audioprothésiste, hein. Il est équipé pour Oui, pouvoir faire des tests auditifs. Et puis, si vous craignez d'aller en centre, c'est tout l'intérêt du bus Tour Essentiel, hein, avec de la CCMO Mutuelle, où nous avons travaillé pour que, effectivement, ensemble. des audioprothésistes, nous allons travailler ensemble ce partenariat pour vous permettre que des audioprothésistes viennent dans le bus, dans les rues, hein, de manière à plus aller vers vous. Et ils sont mobilisés par l'association, notre association nationale de l'audition, qui est soutenue par la CCMO Mutuelle, et donc, ce qui est important, c'est dans un cadre d'intérêt général. Hein, donc, il n'ayez crainte, je sais qu'il y a beaucoup de crainte d'être démarché, entre guillemets, par les audioprothésistes. Non, là, on est dans un cadre d'intérêt général. Et de toute façon, sans ordonnance du médecin ORL, un audioprothésiste ne peut pas vous vendre des aides auditives. Le tour, donc, démarre demain. Il démarre demain à Beauvais.
Et vous avez les dates qui sont et le parcours qui sont là sur la diapositive en cours. Et vous pouvez retrouver sur ccmo.fr l'ensemble des villes qui sont concernées. C'est gratuit. Ça permet de rencontrer un professionnel de santé qui pourra répondre à beaucoup de questions, en tout cas vous orienter sur un premier parcours, en tout cas si vous êtes concerné par des acouphènes. Alors je voudrais qu'on puisse répondre à deux dernières questions et ensuite on va clore puisqu'on est arrivé au terme. Alors, j'avais le traitement de l'hypertension peut-il être responsable des acouphènes? Oui, non, Sébastien. Alors, on peut avoir effectivement, à la base, c'est des acouphènes pulsatiles. Et effectivement, le traitement de l'hypertension peut ne pas être, peut permettre de gérer l'hypertension, mais on reste avec, avec des acouphènes pulsatiles. Hein. Autre question, la contraction de la mâchoire augmente l'acouphène. Est-ce un phénomène récurrent? Alors, quand on a ces problématiques-là, il existe de la kiné spécialisée de manière à détendre la mâchoire. Et puis, si cette réaction de crispation de la mâchoire est éventuellement due à, à une réaction émotionnelle, à un choc émotionnel ou à quelque chose autour de l'émotionnel, ne pas hésiter pendant quelque temps, et pas forcément toute sa vie, à essayer de trouver le trouble émotionnel et qui a amené cette manière de réagir pour aider aussi la kiné, notamment la kiné, à détendre cette mâchoire. Parce que si vous avez une mâchoire crispée, elle va vous gêner aussi pour articuler et par moments vous faire comprendre, puisqu'on a besoin d'articuler pour comprendre. Voilà, ça peut vous jouer des tours sur plein de choses, mais il y a des solutions. Merci Sébastien. On est arrivé au terme de cette conférence. Je vous remercie Sébastien pour toutes les Il y a une informations que vous nous question avez sur le apportées. bruxisme. Juste une dernière truc sur le bruxisme. Il existe aussi des petits trucs plastiques qu'on met pour éviter d'user les dents à cause du bruxisme. Et ça, c'est le dentiste. Merci beaucoup, Élise. Merci à tous. Excusez-moi de vous avoir coupé. Merci à tous Merci et à à tous. toutes. Donc, merci Sébastien pour cette collaboration. Merci à tous d'avoir participé. On vous donne rendez-vous bientôt pour des nouvelles webconférences. Et on vous donne aussi rendez-vous sur le Tour Essentiel avec toutes les informations sur ccmo.fr. À bientôt et bonne Et soirée. plein de surprises sur le tour essentiel. Oui. Venez les découvrir. Merci à vous. Bonne soirée à tous.